Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on doit éviter pour avoir un cerveau en santé et déjouer l'Alzheimer? Et peut-être même quand manger, parce qu'on va comprendre tantôt que ça aussi, ça a de l'importance. Il semblerait qu'un diagnostic d'Alzheimer fasse plus peur qu'un diagnostic de cancer. Et je peux comprendre, parce que c'est une maladie qui nous dépouille de nos souvenirs, de notre personnalité et éventuellement même de notre humanité, bien avant de nous enlever la vie. Et jusqu'à tout récemment, avec aucun espoir d'y échapper. Mais comme on l'a vu dans ma première vidéo sur le sujet, pour la majorité d'entre nous, notre génétique et notre âge ne nous condamnent pas à la développer. Nos petits choix quotidiens sont la clé pour nous permettre de vieillir en beauté, d'avoir une longue vie passionnée, en santé, sans s'inquiéter d'un déclin cognitif. Et depuis le 7 juin 2024, on sait maintenant que même après un diagnostic d'Alzheimer, on a encore une chance de se défendre. Pour en savoir plus sur cette première étude clinique randomisée, montrant qu'un changement radical de nos habitudes de vie peut inverser le déclin cognitif de certains patients atteints d'Alzheimer, retournez voir ma vidéo en cliquant juste ici. Elle risque de changer votre perspective et de vous motiver à passer à l'action. On a parlé d'activité physique dans la deuxième vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à un autre pilier incontournable dans notre lutte contre l'Alzheimer et le déclin cognitif, l'alimentation. La mission que je me donne est de prendre l'information la plus susceptible d'avoir un impact positif sur votre santé et de la synthétiser de la façon la plus claire possible pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Mais même si j'ai une solide formation universitaire, je ne suis pas médecin ni nutritionniste. Les informations que je vous donne remplaceront jamais une consultation avec un de ces professionnels pour s'assurer de ce qui est le mieux pour vous dans votre situation. L'alimentation et les diètes, c'est un sujet extrêmement délicat et extrêmement controversé. Végé, vegan, keto, paléo, méditerranéenne. C'est un sujet qui touche notre poids et donc notre image et notre estime de soi. Mais aussi nos industries, notre économie et notre environnement. Je suis conscient qu'il est presque impossible d'affirmer quoi que ce soit sans déranger beaucoup de gens. Mais comme on dénonce aujourd'hui ouvertement les dégâts causés par la cigarette, je crois qu'on se doit aussi de dénoncer plusieurs habitudes alimentaires qui sont en lien direct avec le développement de plusieurs maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Mon but ici, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Oui, on veut améliorer notre alimentation pour améliorer notre santé, mais le fait de culpabiliser pourrait faire autant de mal que de bien. Pour beaucoup d'entre nous, les recommandations dont je vais vous parler représentent un virage à 180 degrés par rapport à nos habitudes et exigent de faire de gros efforts. Alors, je ne vous suggère pas de tout changer d'un coup. Je reparlerai à la fin de la vidéo de stratégies pour vous aider à introduire tranquillement ces changements dans votre quotidien. Rappelez-vous qu'on ne vise pas la perfection, mais la progression. Tous les petits changements que vous allez faire, même si c'est seulement 1 ou 2 par semaine, vont avoir un impact sur votre santé. Manger uniquement pour se régaler et faire le plein d'énergie, sans tenir compte que cette énergie vienne de glucides simples, de gras trans ou saturés, c'est peut-être suffisant pour passer à travers notre journée. Mais si on veut être en santé jusqu'à 80, 90 et peut-être même au-delà de 100 ans, il faut s'assurer que notre nourriture contient tous les micronutriments dont on a besoin, dans les proportions harmonieusement dosées par Dame Nature elle-même, et qu'elle contient un minimum de tout ce qui risque d'être inflammatoire ou nocif pour notre système. Pour permettre de bien comprendre à quel point notre alimentation a un gros impact sur la santé de notre cerveau, le Dr Sanjay Gupta parle des recherches de la Dr Martha Claire Morris de l'Université Rush à Chicago. Elle a analysé les habitudes alimentaires de près de 1000 personnes sur une dizaine d'années. Et elle s'est rendu compte que les gens dont l'alimentation s'approchait le plus des recommandations avaient diminué leur risque de développer l'Alzheimer de 53% par rapport aux gens dont l'alimentation était, disons, plus courante dans notre société actuelle. Bon, le 53% est peut-être discutable parce qu'il s'agit d'une seule étude, mais c'est quand même remarquable. Et l'étude porte seulement sur l'alimentation.
Elle ne tient pas compte de tous les facteurs de risque de la commission de Lancet dont j'ai parlé dans la première vidéo, qui seraient responsables à eux seuls de 45% des cas de démence. Alors je pense que si on combine l'optimisation de notre activité physique, celle de notre alimentation et de tout ce que je vais parler dans la prochaine vidéo, incluant les 14 facteurs de risque de la commission de Lancet, on se place en très bonne position pour diminuer de beaucoup plus que 45% notre risque de développer l'Alzheimer ou une autre forme de démence. Et ça peut faire la différence pour beaucoup de gens entre avoir quelqu'un de la famille qui développe l'Alzheimer et ne pas avoir d'Alzheimer du tout dans la famille. Avant de parler de quoi manger et quoi éviter, je veux glisser un mot sur l'importance que peut jouer la période qu'on choisit pour manger, ou plus spécifiquement, celle pendant laquelle on choisit de ne pas manger. En effet, dans notre lutte contre le déclin cognitif, il apparaît important de rechercher un état de cétose légère. C'est quoi ça? Non, je ne parle pas d'une diète keto proprement dite, qui favoriserait le remplacement des glucides par des lipides, ce qui n'est pas nécessairement mieux pour notre santé cardiovasculaire. Je parle simplement d'un léger manque de glucose qui aide à contrer la résistance à l'insuline, dont j'ai parlé dans mes vidéos sur le diabète, et qui pousse le foie à produire des corps cétoniques. Un de ces corps cétoniques favoriserait la production de molécules importantes dans le cerveau pour la maintenance des neurones et des synapses. On atteint cette cétose légère, évidemment en limitant les glucides, mais aussi en s'offrant un jeûne quotidien d'au moins 12 heures, entre le dernier repas du soir et le premier le lendemain. 12 heures qui commencent idéalement 3 heures avant d'aller se coucher. En pratique, si on finit de manger à 19 heures par exemple, on attend après 7 heures le lendemain matin avant de remanger. Donc, tout le monde peut le faire, simplement en coupant le grignotage en soirée. C'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Je vais éventuellement y consacrer une vidéo, mais pour l'instant, sachez que les docteurs Ornish, Bredesen, Nels, Curté et Gupta en vantent tous les louanges pour la santé de notre cerveau, entre autres. Évidemment, si vous avez le moindre doute concernant les bienfaits d'un jeûne intermittent dans votre situation, surtout si vous visez plus de 12 heures, je vous suggère de consulter votre médecin ou nutritionniste avant de vous lancer. Si vous voulez prendre des notes, c'est le temps de vous équiper d'un crayon, on entre dans le vif du sujet. Le docteur Dean Ornish résume très bien, en 2 phrases, tout ce qui est bon de manger pour notre santé. Se concentrer sur les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses et les produits du soya dans leur forme naturelle. Consommer suffisamment de bons gras comme l'huile de poisson ou de lin, des graines et des noix. Et voilà, vous savez tout. On va quand même prendre le temps d'aller un peu plus dans les détails et on va parler de ce qu'il faut éviter, qui est tout aussi important. Toutes mes sources s'entendent pour dire qu'il faut éviter les charcuteries, les produits laitiers gras comme la crème glacée et le fromage, les aliments transformés et les plats prêts à manger. Ça veut dire la majorité des produits qui ont une liste d'ingrédients. Le beurre et la margarine devraient être remplacés par de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de lin ou de l'huile de canola. Et on évite de trop les faire chauffer pendant la cuisson. L'huile d'avocat est aussi une excellente option, peut-être la meilleure si on doit cuisiner à une plus haute température. Évidemment, on évite la friture. Le pain blanc et les pâtes blanches ne devraient juste pas exister. On veut des grains entiers. Pourquoi? Pour avoir les fibres alimentaires qui ralentissent l'absorption des glucides et minimisent la hausse de glycémie, entre autres. Pour la même raison, on essaie de manger nos fruits plutôt que boire leur jus. On évite les boissons sucrées, les boissons gazeuses, même celles sans sucre qui ont des édulcorants nocifs. On privilégie l'eau, idéalement au moins 2 litres par jour. Ça représente seulement 150 ml à l'heure si on les répartit sur 14 heures. Le docteur Gupta mentionne qu'en vieillissant, notre capacité à ressentir la soif diminue et que quand on a soif, c'est généralement qu'on a déjà trop attendu. Un peu le même principe que si on attend de se sentir plein, ça veut dire qu'on a déjà trop mangé. Les infusions comme le thé et les tisanes sont de très bonnes idées, le thé vert en particulier. Le café, oui, avec modération. Les légumes sont trop souvent considérés comme un accompagnement, alors qu'ils devraient presque occuper la moitié de notre assiette. Et les couleurs sont toutes importantes. Différentes couleurs sont signes de différents micronutriments. Le docteur Gupta recommande de manger un arc-en-ciel d'aliments à tous les jours. Pas des bonbons, 7 couleurs différentes d'aliments naturels. 3 ou 4 couleurs, c'est assez facile.
Mais se rendre à 7 couleurs à tous les jours, ça demande un peu d'initiative. Essayer des légumes plus exotiques, se gâter avec des petits fruits, cuisiner avec du curcuma, c'est un effort quotidien nécessaire pour éviter les carences en micronutriments. Et ça peut facilement se transformer en plaisir. Une nutritionniste m'a déjà dit, les boîtes de conserve, c'est pour dépanner, pas pour manger régulièrement. En passant, les légumes congelés sont économiques, très pratiques, contiennent pas d'agents de conservation, mais ont conservé leur valeur nutritive. Remplacez vos conserves par des légumes frais ou congelés, c'est facile et ça va faire une grosse différence pour votre santé. Les viandes rouges comme le bœuf, le porc, l'agneau ou leurs produits dérivés comme le bacon ou la saucisse devraient être évités autant que possible. Les autres chairs animales comme le poulet, le poisson et les fruits de mer devraient être considérés comme un accompagnement, donc en petites portions. Alors comment on va aller chercher la majeure partie de nos protéines? Les protéines végétales sont merveilleuses pour tout le monde, pas seulement pour les végétariens. Les produits du soya et les légumineuses méritent une grande place dans l'alimentation santé. Les graines et les noix sont aussi une excellente source et fournissent de bons gras. Et si on se permet les produits de source animale, le yogourt grec faible en gras et les œufs seraient moins nocifs que la viande. En fait, selon le Dr Curté, le blanc d'œuf serait la source de protéines animales la moins dommageable et pourrait être consommé sans réserve. On a besoin de sel pour vivre, mais la majorité d'entre nous en consommons énormément trop. Essayez d'en remplacer une bonne partie par des épices. Le curcuma et le gingembre sont particulièrement bons pour vous, mais il ne faut pas se gêner pour être créatif et en choisir d'autres. Par contre, si vous réussissez à éliminer la majorité des produits transformés et préparés d'avance et que vous cuisinez tout vous-même, bravo! Vous faites partie de la minorité de gens qui ont besoin d'ajouter un petit peu de sel pour combler votre besoin. Le chocolat? Oui, mais noir, avec modération. Le vin? Oui, mais rouge, avec modération. Pour ce qui est de la supplémentation, les avis sont très partagés. Le Dr Jean-Paul Curté considère qu'ils sont indispensables et en recommande un nombre impressionnant, un peu comme le Dr Bredesen. Les Dr Ornish et Gupta recommandent plutôt de combler nos besoins par une saine alimentation équilibrée et variée. Pourquoi? Parce que la nature fait bien les choses. Les vitamines et minéraux qu'on trouve dans les aliments naturels sont accompagnés de plusieurs autres composants qui vont faciliter leur absorption et leur permettre de mieux faire leur travail, parfois par des interactions que la science n'a pas encore réussi à comprendre totalement et qui est impossible à reproduire dans des comprimés. Donc, la supplémentation est utile seulement si on ne peut pas combler nos besoins autrement. Mais comment combler nos besoins en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et minéraux, sans prendre de suppléments? Les 7 couleurs d'aliments du Dr Gupta dont on vient de parler. Selon lui, ça a généralement comme impact de nous fournir tout ce que le corps a besoin sans supplémentation. Il nous met aussi en garde contre la promotion de produits dont l'efficacité n'a pas été prouvée et considère que votre argent serait peut-être mieux investi en vous offrant une bonne paire de chaussures de marche ou un nouvel oreiller pour améliorer la qualité de votre sommeil. Je mentionne donc seulement 2 suppléments qui, selon moi, méritent d'être considérés. Premièrement, les gélules d'oméga 3 peuvent être pratiques pour atteindre les 3 grammes quotidiens recommandés par le Dr Ornish. Mais encore mieux serait d'inclure l'huile de lin dans notre alimentation, sans la chauffer. En mettre dans une salade, par exemple, ou mélanger dans nos légumes après la cuisson. L'huile de lin est beaucoup plus riche en oméga 3 que l'huile d'olive, mais ça ne veut pas dire de couper l'huile d'olive qui a d'autres propriétés importantes pour notre cerveau. Les deux ont leur place dans notre alimentation. En passant, les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Ça veut dire que pour être assimilées, elles ont besoin d'être transportées par un corps gras pendant la digestion. C'est donc important d'inclure un peu d'une bonne huile avec chacun de nos repas pour ne pas perdre des vitamines présentes dans nos légumes et autres aliments. Deuxièmement, la vitamine D. Elle est très importante pour l'hippocampe et est assez universellement recommandée si c'est impossible de prendre suffisamment de soleil chaque jour, l'hiver par exemple. Et évidemment, tout autre supplément qui vous serait recommandé par votre médecin ou votre nutritionniste selon votre situation personnelle. En principe, tout aliment transformé qui a le sucre assez haut dans sa liste des ingrédients est à éviter autant que possible. Je parle des biscuits, pâtisseries, friandises. C'est certainement une mauvaise idée d'en manger régulièrement. Mais on a parlé tantôt de l'importance de ne pas culpabiliser. Pour réussir à trouver un équilibre, on peut couper dans la fréquence, dans la grosseur de la portion
Ou préparer soi-même son dessert et jouer sur la qualité des ingrédients, comme remplacer le sucre par des petits fruits qui, eux, débordent des micronutriments importants dont on parle depuis tout à l'heure. Il est important de noter que les aliments sans sucre ou diète peuvent sembler une bonne alternative, mais leurs édulcorants sont aussi à proscrire. Alors non. Un bon truc. Si vous voulez occasionnellement faire une folie sans trop vous nuire, combinez ça avec l'activité physique. Si vous mangez un dessert dans les 15 minutes avant votre sport ou dans l'heure qui suit, le glycogène musculaire que vous brûlez va faire de la place au nouveau glucose et vous éviter la hausse de glycémie. Je ne vous recommande pas nécessairement de manger des glucides simples quand vous faites de l'activité physique, mais si vous en mangez, c'est clairement le meilleur moment. Le programme de changement des habitudes de vie du Dr Ornish, reconnu et remboursé par Medicare aux États-Unis pour les patients en réadaptation cardiaque, comprend une alimentation végétalienne santé très stricte. Ornish soutient que la diète méditerranéenne, qui met l'emphase sur les fruits et légumes et minimise la viande rouge, est une amélioration pour la plupart des gens, mais qu'elle n'est pas suffisante pour inverser les maladies cardiovasculaires. Et c'est ce même programme qu'il a récemment utilisé pour inverser le déclin cognitif de certains patients atteints d'Alzheimer. Je ne sais pas dans quelle mesure il est incontournable d'être aussi strict pour prévenir l'Alzheimer. Une chose est certaine, son étude est la seule à être randomisée et à démontrer des résultats comme ça sur l'Alzheimer. Et elle se base sur la diète végétalienne. Je ferai éventuellement une vidéo sur l'alimentation végétalienne. Mais je mentionne tout de suite, si vous désirez vous lancer, qu'il serait sage de consulter un ou une nutritionniste en premier pour éviter les carences, entre autres de vitamine B12. Aussi, s'assurer de manger assez varié pour avoir suffisamment de lysine, de tryptophane et de méthionine, 3 acides aminés essentiels qui sont absents de certains aliments végés, mais présents dans d'autres. Par exemple, les légumineuses et les céréales doivent être combinées pour se compléter. Le lait de soya et le tofu sont des sources de protéines végétales complètes et contribuent donc à éviter les carences en acides aminés si vous les incluez dans votre alimentation. Je reviens sur les 2 phrases du Dr Ornish de tout à l'heure. Tout ce qui est bon de manger pour notre santé. Se concentrer sur les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses et les produits du soya dans leur forme naturelle. Consommer suffisamment de bons gras, comme l'huile de poisson ou de lin, des graines et des noix. Et j'ajouterai à ça l'huile d'olive comme exemple de bon gras. Pour résumer ce qui est à éviter, j'ai envie de citer le Dr Curté, mais je vous mets en garde. Présentés comme ça, ces propos peuvent être choquants. Mais ils peuvent aussi nous ouvrir les yeux. Il nous donne sa recette pour développer l'Alzheimer. Et elle ressemble malheureusement à ce que beaucoup trop de gens ont tendance à faire. Augmenter ses chances de démence, c'est facile. Il suffit de commencer par manger tous les jours de la viande et d'autres protéines animales, de préférence bien grillées, et peu ou pas de légumes et de fruits. De recourir chaque jour aux produits proposés par l'industrie agroalimentaire que l'on choisira le plus transformés possible. De consommer gâteaux, biscuits, croissants bien dorés, fast-food riche en graisse et en sucre rapide. Et autant que faire se peut, une liste d'édulcorants et d'additifs chimiques. Mes habitudes ont trop longtemps ressemblé à ça. Mais maintenant, je sais et je fais de meilleurs choix. C'est correct de se gâter occasionnellement, mais pas tout le temps. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous suggère de commencer tout de suite à faire des petits changements. Si vous avez l'habitude de manger du sucré à la fin de vos repas, commencez par couper un dessert par jour. Si vous mangez régulièrement de la viande rouge, limitez-vous à 1 ou 2 repas par semaine pour commencer et remplacez les autres en variant avec du poulet, du poisson ou des fruits de mer. Essayez une recette avec des légumineuses dans les prochains jours. La semaine prochaine, vous en essayerez une avec du tofu. Prenez l'habitude d'en manger chaque semaine, ne serait-ce qu'un repas. Tranquillement, vous allez découvrir qu'on peut se régaler en mangeant santé. Éventuellement, limitez-vous à une petite portion de chair animale par jour et variez en essayant d'amener la viande rouge à devenir l'exception. À tous les jours, prenez plaisir à cuisiner au moins un repas avec des légumes et des fruits variés, qu'ils soient frais ou congelés, pour vous éloigner des repas déjà préparés. Garnissez votre assiette des 7 couleurs du Dr Gupta et ajoutez-y un peu d'huile de lin ou d'olive.
Achetez des pâtes faites de grains entiers et mélangez vos pâtes blanches avec les nouvelles pour faire une transition en douceur. Diminuez progressivement votre consommation de sel en expérimentant avec des épices. Et un important point, diminuez le grignotage en soirée pour viser le 12 heures de jeûne quotidien. Peut-être commencer par remplacer ce que vous avez l'habitude de manger par des carottes et de l'hummus ou une poignée de noix. Je comprends que modifier notre alimentation représente souvent un gros sacrifice. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous préférez sacrifier? Quelques bouchées de viande, de friture et de sucre? Ou quelques neurones? C'est un choix qu'on fait tous, consciemment ou non. On a maintenant couvert deux gros facteurs dans la prévention du déclin cognitif et de l'Alzheimer, l'activité physique et l'alimentation. Mais comme le dit le Dr Curté, quand on veut prévenir ou inverser le déclin cognitif, ce qui marche le mieux, c'est la totale. Dans la prochaine vidéo, on va voir les autres éléments importants à considérer. L'activité cognitive, l'amour, le contact physique et les relations sociales, la gestion du stress, le sommeil et tous les autres facteurs de risque identifiés par la commission de Lancet, reconnus pour être responsables à eux seuls de 45% des cas de démence. Pour être certain de ne pas la rater, joignez-vous à la gang en cliquant le lien s'abonner juste en bas. On se revoit bientôt. D'ici là, on reste en mouvement. Merci aux abonnés. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I